Bienvenue, mesdames et messieurs, à cet atelier consacré à l'internationalisation des entreprises suisses. On va parler un petit peu de... C'est toujours un petit peu délicat de parler d'international en 35 minutes. D'habitude, c'est une conférence que je donne sur une demi-journée, notamment dans les universités et hautes écoles spécialisées. On va essayer de faire un parcours sur les principales questions que devrait se poser, disons, une start-up, puisque c'est un petit peu le thème de la journée, la start-up, lorsqu'elle veut partir, elle veut quitter les frontières nationales et aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Je dis quitter les frontières nationales parce que, de un, nous, le SEC que je représente ici, on ne s'occupe pas du tout du marché intérieur, il faut passer la douane, ça peut être en France voisine déjà, pas besoin d'aller chercher la Chine ou le Brésil, mais on ne s'occupe pas du tout du marché intérieur. Mais c'est vrai que je dis aller à l'international, ça veut dire que nous, en grande majorité, on part du principe que l'entreprise a déjà un peu fait ses preuves en Suisse ou en Suisse romande, et ensuite se pose la question, est-ce que depuis la Suisse romande, je vais attaquer Zurich, ou qui est déjà une exportation aussi au sens strict du terme, parce que c'est quand même une autre culture, une autre façon de faire d'approcher la problématique du business, ou est-ce que je vais directement en France, dans le Benelux, en Belgique, au Québec, pour une question de langue, pour une question de facilité. Donc voilà, donc nous c'est à partir du moment où on quitte la frontière. Donc bienvenue à ce survol, disons, de ces principales questions liées à l'international. Et j'aimerais juste, je ne veux pas vous abreuver de statistiques, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais c'est juste pour replacer un peu les propos dans leur contexte. Parce que souvent, on travaille d'ailleurs de plus en plus avec des startups. La startup s'intéresse tout de suite au marché, je dirais, j'appellerais sexy, ça va un petit peu avec la mentalité de l'entrepreneur startup, il faut que ça bouge, il faut que ça avance, il faut qu'il y ait du développement, il faut qu'il y ait de la croissance, etc. Donc elle va bien nous trouver, je dirais, pour travailler directement sur des marchés relativement compliqués, comme la Chine, comme le Brésil, comme l'Inde par exemple, où on a des taux de croissance, il est vrai, relativement intéressants, mais ça reste quand même avec la Russie aussi, ces fameux pays du BRIC, ça reste quand même les marchés les plus difficiles, les plus compliqués, et souvent une start-up n'a pas forcément les moyens, j'entends, de pénétrer ce genre de marché comme premier marché d'exportation. Donc ça c'est juste pour replacer le débat dans son contexte, juste quelques chiffres pour vous montrer quand même avec qui la Suisse fait principalement du commerce, et c'est principalement avec l'Europe. C'est ça que je veux juste mettre en avant, c'est que nos principaux partenaires commerciaux, c'est l'Allemagne en tête, l'Italie en deuxième, la France en troisième, et puis ensuite vient s'intégrer les États-Unis qui ne sont pas là-dessus, puis ensuite on a UK, etc. Et puis la Chine, le Brésil, les pays du BRIC, ils viennent honnêtement loin derrière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une activité et que ce n'est pas intéressant, ça veut juste dire que, aussi pour une question de facilité, de proximité, etc., une entreprise suisse qui reste quand même une PME, on ne parle pas des grands groupes, on ne parle pas du Novartis, on ne parle pas du Nestlé, etc., on parle d'une petite et moyenne entreprise, et aussi pour les startups, c'est clair, n'oubliez pas ces marchés-là qui sont aussi extrêmement intéressants, les marchés européens. C'est vrai qu'on vit une période de crise à l'heure actuelle et les entreprises que l'on voit, rien qu'en Suisse romande, on rencontre environ une quinzaine d'entreprises par semaine. On a notre siège à Zurich, mais pour le bureau de Lausanne, c'est à peu près les volumes qu'on traite. Elles souffrent beaucoup de la zone euro, et respectivement du Francfort. Donc c'est vrai qu'on va essayer de sortir un petit peu de ces trois pays-là, mais on ne va pas forcément aller chercher la Chine ou le Brésil ou des pays compliqués. On va peut-être simplement aller voir la Scandinavie, les deux pays qui travaillent avec des couronnes. On va aller voir l'Europe de l'Est qui ne travaille pas forcément avec l'euro non plus, donc on ne va pas forcément aller trop loin pour rester, disons, dans un environnement, notamment un environnement culturel, un environnement juridique, un environnement administratif qui est quand même plus proche du nôtre que s'il faut aller en Chine ou même en Amérique du Sud. Donc c'était juste pour faire un petit rappel. Voilà, rentrons peut-être un petit peu plus dans le vif du sujet. L'international, c'est quoi? Pour nous, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où on va quitter la Suisse. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on va chercher les pays compliqués. L'international, pour nous, ça commence dans le pays de Gex. Ça peut se faire dans le nord d'Italie et puis dans le sud de l'Allemagne. Pour nous, c'est déjà de l'exportation. À partir du moment où on passe la frontière, il va se poser des questions de douane, il va se poser des questions de taxes, de certification de son produit, de législation particulière parce qu'on vend de l'agroalimentaire ou bien on vend du cosmétique ou du paramédical ou même du médical, etc. Et des questions de TVA et des questions, bref, il y a beaucoup de questions techniques qui vont se poser à partir du moment où on passe la frontière, que ce soit d'ailleurs avec un produit manufacturé ou avec un service. Nous, on ne fait pas la différence. On travaille beaucoup, par exemple, sur le e-commerce. L'e-commerce est une question vraiment importante pour nous. Et on a beaucoup d'entreprises qui nous posent typiquement les questions, voilà, moi je vends sur Internet depuis la Suisse, mais le produit, le service, il est consommé en France. Comment ça se passe en termes de TVA? Tout simplement des questions relativement
simple, entre guillemets, c'est-à-dire la question est simple, mais la réponse souvent elle est un tout petit peu plus compliquée. Donc nous, on s'intéresse vraiment à l'ensemble des pays, à commencer par les pays limitrophes. Voilà, je voulais juste passer en revue avec le temps qui m'est imparti, quelques pièges, quelques questions, disons, à se poser quand on est une start-up. Et je pars du principe que la start-up n'a pas forcément d'expérience à l'international. Nous, on ne fait pas de différence entre une SA, une SARL, une raison individuelle. Tout ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que l'entrepreneur a déjà ou pas d'expérience à l'international. Et en fonction de ça, nous, on part du principe qu'une start-up a relativement peu d'expérience à l'international. Donc, on va essayer de travailler un petit peu sur ces différentes questions, encore une fois, parce que l'entrepreneur d'une start-up va aller vite et souvent pressé. C'est normal parce qu'il a peu de moyens à disposition et qu'il faut qu'il gagne relativement vite de l'argent et oublie des fois de se poser certaines questions qui sont fondamentales. Sinon ça fait malheureusement ça fait mal, dans le sens qu'on s'essaye dans un marché, on oublie certains points importants et puis on se heurte à de très grosses difficultés. Donc la première question que nous on se pose, et c'est pour ça qu'on est là, c'est où sont les opportunités pour mon entreprise, à savoir en France ou en Chine. Je suis un peu provocateur avec mon titre ici, la France et la Chine, avec un pays qui pourrait être considéré comme un peu plus sexy que l'autre, mais pour nous c'est fondamental pour les points que j'ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas me répéter, mais vraiment on est là déjà pour travailler en amont, avant de prendre une décision, je vais ici ou là. Généralement quand on prend une décision, ensuite ça va demander des ressources, ça va demander notamment une gestion de trésorerie relativement importante lorsqu'on va à l'international. Je prends un exemple concret d'une PME, vous avez une boîte comme par exemple Similizan, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ceux qui font notamment les médicaments homéopathiques, gouttes pour les yeux, etc. C'est une boîte suisse qui se trouve en Suisse alémanique. On a travaillé avec eux sur le Brésil, je ne trahis aucun secret, on a publié une success story là-dessus. On a travaillé sur le Brésil, c'est déjà une grosse PME, c'est pas une start-up. Et bien sur le Brésil, ils ont planifié une vitesse de pénétration de 5 ans. Ça veut dire que pendant 5 ans, ils n'ont pas gagné un seul centime, ils vont faire que d'investir dans le développement de leur marché brésilien. Et ça marche pour une PME qui a déjà quelques ressources à disposition. Pour une start-up, il faut se poser d'autant plus la question, est-ce que j'ai les moyens véritablement d'aller dans ces pays-là. Donc on est là vraiment, j'insiste sur ce mot d'anticipation pour anticiper la pénétration du marché, anticiper cette décision où est-ce que je vais. On a encore trop souvent des entreprises qui viennent a posteriori lorsque c'est déjà fait, là où ça s'est mal passé et qui nous disent qu'est-ce qu'on peut faire et souvent c'est trop tard. Souvent l'argent il est perdu, on ne le récupère pas, on détruit tout, on recommence sur une base plus saine. Donc on essaye vraiment de sensibiliser pour éviter ce genre de problème. Ensuite, on va se poser une question par rapport au prix de vente du produit. C'est vrai que la Suisse est chère, c'est connu, hein, c'est pour ça qu'on fait des produits à haute valeur ajoutée, c'est pour ça qu'on fait en règle générale pas des produits de masse. Donc il faut chercher véritablement le bon prix pour le bon marché. Il y a un élément qui est extrêmement important, c'est cette recherche de concurrence locale. Quand on est une start-up, on croit, c'est normal, moi j'ai aussi créé ma start-up à l'époque, je viens de ce milieu-là, je connais bien, on croit, on est sûr, c'est normal que son produit c'est le meilleur du monde, que tout le monde l'attend et puis qu'il n'y a aucune concurrence parce que de toute façon son produit est meilleur que les autres. Bon, c'est certainement vrai, mais il faut quand même s'attacher, il faut quand même s'intéresser à cette question de concurrence locale. Voilà, juste ce petit slide pour aussi replacer un petit peu la discussion dans son contexte. Quand on parle de prix, ben, j'ai juste mis à peu près le PIB, à savoir le revenu, si vous voulez, moyen par habitant dans les principaux pays du BRIC. Et ben, on se rend compte, j'entends qu'on n'est pas du tout dans les mêmes valeurs en termes de pouvoir d'achat que des pays européens, par exemple. Donc, dans sa question du prix de vente, et ben, on a un prix de vente dans une région, on a probablement un autre prix de vente dans une autre région, et ça, c'est fondamental, principalement en termes de recherche de concurrence locale. Si on a un concurrent local, en règle générale, ça peut devenir relativement compliqué. Je prends le cas par exemple du Brésil, encore une fois, c'est un cas assez intéressant. On a une entreprise suisse qui voulait se développer là-bas. On s'est rendu compte qu'elle avait un concurrent local qui n'avait rien à voir avec un produit similaire, c'est juste que le service pouvait être offert d'une autre façon. Donc il y avait une concurrence locale et comme les entreprises suisses sont lourdement taxées au Brésil pour notamment des questions politiques, de listes grises, de paradis fiscaux, etc., c'était impossible. Le marché brésilien, il fallait l'oublier à cause de la concurrence locale. Donc là, on peut assez rapidement faire son choix quant au pays qui nous intéresse aussi en se posant ce type de questions-là, en regardant est-ce qu'on a une concurrence locale ou bien pas. Je ne vous cache pas que la Suisse, maintenant, on attache beaucoup d'importance à la négociation d'accords de libre-échange.
échanges. On en a beaucoup en Suisse. On en a beaucoup avec des pays intéressants comme le Japon par exemple, ou avec le Canada. L'Union européenne, on n'en parle pas encore avec ces pays-là. Les États-Unis, pour le Japon, on n'en parle non plus. Ça crée un avantage concurrentiel pour les Suisses que des entreprises européennes par exemple n'auraient pas. Donc ça, c'est vraiment là-dessus que notamment au niveau politique, la Suisse s'attarde actuellement, et notamment le prochain, on espère, c'est avec la Chine. C'est en cours de négociation. Voilà, donc le prix du produit, c'était juste pour faire un petit survol sur cette question-là qui est extrêmement importante. Le troisième point, ce sont les us et coutumes. On les oublie extrêmement facilement. On a un réseau, je vous montrerai tout à l'heure brièvement, un réseau de Swiss Business Hub à l'étranger. Ces Swiss Business Hub, ils sont composés de personnel local. Vous savez, on a des collègues brésiliens au Brésil, des Chinois en Chine, des Indiens en Inde. C'est pas pour rien. C'est parce que pour nous, c'est fondamental qu'un Chinois explique la Chine et qu'un Indien explique l'Inde. Aussi en termes, pas seulement en termes de networking et de réseau, mais aussi surtout en termes de us et coutumes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? J'entends, quand on nous parle, et c'est pas un gag, mais quand on nous parle d'exporter des produits à base d'alcool dans certains pays arabes, eh ben, ils ne s'imaginaient pas l'exportateur. Ça paraît gros, mais là, c'est une sensibilisation en disant peut-être c'est pas tout à fait le bon endroit pour les produits alcooliques, les produits alcoolisés. Donc voilà, donc ça c'est une question d'us et coutumes qu'il faut absolument tenir compte. Quand on réfléchit par exemple au Japon. Le Japon, on sait qu'en termes d'us et coutumes, on ne peut pas y aller à l'américaine, on ne peut pas y aller à la nord-américaine, c'est pas la même façon de faire du business. Ça prend des années, ça prend 4, 5 ans avant que la confiance soit établie et qu'on puisse vraiment avoir une relation d'affaires ensemble. C'est pas à l'américaine, on se voit au Starbucks et puis on discute en 2 cafés, j'exagère un petit peu, mais c'est beaucoup plus dynamique, on sent que c'est un autre rythme. Le Japon, c'est pas du tout ça. Par contre, quand vous avez un partenaire japonais, en règle générale, vous l'avez pour la vie. Ce qui sous-entend aussi qu'il faut espérer que ce soit le bon partenaire. Parce que si ce n'est pas le bon partenaire, ça devient extrêmement compliqué de résilier une relation avec un japonais. Il faut être extrêmement prudent. Donc voilà, le fait qu'on donne, c'est tout bête, mais qu'on donne sa carte de visite à 2 mains et qu'on doit la prendre aussi à 2 mains et la regarder, parce que sinon, il y a un problème, j'entends. C'est mal parti. C'est mal parti si on la prend, on a l'habitude, tac, on la met dans sa poche, on la regarde même pas. Ça se fait pas, ça là-bas. Et c'est pris pour quelque chose de brutal. Donc on est mal parti si on commence comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir avant d'arriver à l'aéroport à Tokyo, de façon à pas avoir des mauvaises surprises. Parce que typiquement au Japon, c'est un cas très très intéressant parce que vous rentrez à la maison, c'est fini. J'entends avec les partenaires japonais, c'est terminé. Donc ça, il faut faire extrêmement attention. Et d'ailleurs, des grandes entreprises suisses, on se rappelle du cas de Schindler avec les escalators à l'époque, avaient mal réagi du point de vue culturel, mais ils ont souffert ensuite dans ce pays-là. Les questions de législation, alors c'est clair qu'on est obligé de s'y intéresser. Législation particulière, problème de certification, les questions de taxes, les questions, enfin, tout ce qui pourrait bloquer votre produit à la douane. Et ça, on le vit régulièrement. On vit régulièrement l'entreprise qui vient nous trouver en disant mon conteneur, il est bloqué à la douane. Ça coûte pour un petit conteneur, je ne sais pas, 100 $ par jour de taxes ou plus. Il faut se dépêcher pour trouver une solution. Et puis qui plus est, c'est des denrées périssables. Donc si ça se trouve, mon produit il est fichu. Donc là, il faut trouver des solutions rapidement. Puis des fois, malheureusement, ça a mal été étudié. Ça va prendre des semaines pour avoir les autorisations de rentrée. Le produit il est fichu. Il peut être jeté, il peut être brûlé, etc. Il y a des frais d'élimination. Donc ça, c'est aussi extrêmement important de se poser la question avant de faire partir le container, d'où que ce soit d'ailleurs. Donc les questions de législation, les questions de certification, j'en ai parlé. Ne croyez pas, souvent il y a beaucoup d'a priori sur ces questions de certification. J'ai un produit qui est certifié FDA, donc américain. C'est le papier universel et je peux aller à peu près dans n'importe quel pays. On entend aussi beaucoup ce genre d'a priori là. Les FDA, c'est valable aux États-Unis, c'est valable à Taïwan aussi. Taïwan reprend principalement les directives de la FDA. Mais c'est tout. Vous allez au Brésil de nouveau, vous oubliez la FDA, vous recommencez, c'est un autre organisme, ça s'appelle un visa, c'est très compliqué, c'est lourd, etc. Donc là aussi, ne partez pas avec des a priori qui sont faux en disant « Ah, moi je veux absolument être accrédité FDA parce qu'ensuite c'est le sésame pour m'ouvrir toutes les portes. » Alors absolument pas. FDA, si vous allez en Amérique du Nord, ok, mais sinon, et encore, parce qu'au Canada, vous recommencez avec Santé Canada. Donc voilà. Donc ces questions de certification sont aussi importantes et on est là pour sensibiliser aussi à cette question-là en termes de coût.
C'est encore une start-up, elle veut aller vite. L'autre jour encore, on m'a parlé au téléphone, on m'a dit, moi il faut que, parce que j'ai peur d'être copié, donc il faut absolument que j'arrive à pénétrer le monde entier. Mais je suis une start-up, on est 2 personnes dedans. Mais ça, on a régulièrement. Et c'est pas pour sourire de ce cas-là. Je peux comprendre l'empressement de l'entrepreneur parce qu'il croit à son projet, il veut absolument aller vite. Mais rien que la question de la certification, ça va demander des moyens énormes si on veut vraiment protéger ça au niveau mondial. Et encore, j'ai dit protéger, ça veut juste dire de déposer les papiers. Mais après, si vous avez un litige en Chine, parce que vous êtes copié en Chine, et je prends la Chine purement par hasard, allez vous défendre. En Chine en tant que start-up. On oublie clairement. J'étais avec un fabricant de pompes industrielles encore dernièrement qui me disait, pourtant c'est pas une start-up, c'est une grosse PME qui a déjà une grosse expérience à l'international. Ils se sont fait copier en Chine, grosse pompe industrielle. Par hasard, ils sont tombés sur leur produit dans une foire là-bas, copie conforme, 30% moins cher prix de vente. Hein. Dessus, c'était pas marqué Made in Switzerland parce qu'ils n'ont pas osé quand même. Parce que voilà, il n'y avait pas grand chose de suisse si ce n'est le design. Donc ils n'ont pas marqué Made in Switzerland, mais ils ont marqué Made in China, Swiss Quality. Alors qu'il n'y avait strictement rien de suisse si ce n'est la copie, j'entends, de l'élément. Voilà. Allez vous défendre en tant que start-up face à ce genre de choses-là en Chine par exemple ou même ailleurs, c'est extrêmement difficile, voire impossible. Donc ça c'est une question qu'il faut aussi se poser dans les questions de propriété intellectuelle. J'ai parlé des taxes, accord libre-échange, c'est vrai qu'on va encourager à s'intéresser aux pays avec qui la Suisse a un accord libre-échange. Comme j'ai dit, on en a beaucoup. Soit la Suisse directement, soit au travers de l'AELE, avec nos autres partenaires de l'AELE. Et puis ça, c'est vraiment la stratégie maintenant de Berne de négocier ces accords de libre-échange. Celui qui est en cours, c'est avec la Chine, et on espère aussi, comme pour le Japon, d'être un des premiers pays à signer un accord de libre-échange. On nous aime bien, la Suisse, pour négocier des accords de libre-échange, parce qu'on est un peu un laboratoire. La Suisse ne fait pas peur à la Chine. Donc c'est clair que les Chinois vont peut-être pas commencer avec les États-Unis, les négociations, ou avec l'Union européenne. Ils préfèrent commencer avec nous, parce qu'on n'est pas un concurrent, j'entends, sérieux par rapport à la taille de la Chine. Par contre, ça permet de s'entraîner un petit peu et voir ce qu'on peut faire. Et nous, c'est un avantage génial si on arrive à se faufiler avant les autres pays dans des pays comme ça. Donc l'accord de libre-échange permet simplement d'avoir des avantages en termes de taxes. En règle générale, ça supprime complètement les taxes à l'importation ou ça les réduit vraiment fortement. Et c'est vrai que suivant comme vous, par exemple pour la Chine, si vous exportez des produits de luxe en Chine, les taxes sont extrêmement importantes. Donc si on arrivait à négocier un accord de libre-échange là-dessus, pour tout ce qui est par exemple montres, par exemple, produits de luxe, cosmétiques et autres, et ben, c'est un avantage concurrentiel pour une entreprise suisse qui est vraiment pas négligeable. Donc, le Canada, par exemple, c'était 7% en moyenne de taxes, c'est moins, c'est peu, mais c'est quand même un avantage concurrentiel par rapport au prix de vente. Les questions de TVA. Vous commandez en Suisse, vous faites venir une partie de votre produit de Chine, c'est monté au Portugal, le packaging il vient de Pologne, c'est ensuite assemblé en Allemagne et c'est revendu en Suède. Bon, qui c'est qui paye la TVA en Europe et surtout comment récupérer la TVA qu'on a payée sur toutes les opérations en amont. Ça, c'est un casse-tête pour les entreprises suisses. Donc là aussi, on est là pour traiter et pour informer sur ces questions-là avant, encore une fois, de faire des erreurs. La TVA en Suisse est terrible, je vous promets que la TVA en Allemagne est encore plus terrible. Donc si vous faites les choses fausses, ils vont partir du principe que vous les fraudez, et puis là, ça part alors dans des procédures administratives, alors vraiment terrible. Donc nous, on préfère dire, attendez, on va regarder ça avant de passer la frontière, et être sûr que ça se passe bien, et puis ensuite, il n'y a pas de problème. Il faut savoir aussi que dans des pays comme par exemple l'Italie, bah, il faut être prêt à attendre environ à peu près 3 ans à l'heure actuelle pour récupérer la TVA qu'on a payée à un prestataire italien, par exemple. Donc ça, dans sa gestion de trésorerie, eh ben, il faut aussi être sensibilisé. Ben, c'est pas comme chez nous où en quelques mois, on peut avoir le retour de la TVA qu'on a payée. En Italie, par exemple, eh ben, on compte 2 à 3 ans. Voilà. Et puis si on, par exemple, on traite avec les services publics italiens, j'en parle parce que j'étais avec mon collègue de Milan hier. Paiement des factures de l'État italien, on est à 3 et 5 ans.
Donc il faut prévoir que si on facture quelque chose à l'État italien, à un ministère X ou Y, eh ben, on sera peut-être payé dans 3 et 5 ans. Donc tout ça, eh ben, il faut aussi en tenir compte. Et puis la stabilité, situation politique, eh ben, on parlait d'Italie. L'Italie est un cas concret aussi. On était un petit peu soumis à des tracasseries administratives de la part de l'État italien à cause de le statut de plus ou moins paradis fiscal. Je ne rentre pas dans les détails. Du coup, les Italiens ont commencé à demander des attestations, des papiers en plus finir aux partenaires suisses. Donc là, il a fallu régler aussi ce genre de problème-là au niveau diplomatique. Mais nous, notre rôle, c'était d'informer sur ces questions-là par rapport à ce qu'on peut faire. Est-ce qu'a le droit d'exiger le partenaire italien, effectivement, en termes de procédure administrative. Également, pour informer que typiquement, on nous pose des questions, par exemple, est-ce qu'il y a des choses qui se font en Iran? Alors oui, il y a des choses qui se font en Iran. L'Iran est sous embargo de l'ONU et des États-Unis. Ça complique un petit peu les choses, mais il y a des choses qui se font en Iran. Alors, la problématique de l'Iran, c'est de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir faire transiter l'argent. Mais l'Iran, ce sont des bons payeurs, ce sont des gens qui font du business, il y a des choses qui peuvent se faire. Il faut juste savoir comment est-ce qu'on va faire sortir l'argent ensuite pour être payé de l'Iran, parce que c'est clair que les Américains veillent au crin sur les banques qui font circuler de l'argent avec l'Iran. Donc on est aussi là pour informer de ce genre de choses-là. Et puis tout ce qui est produit à double usage aussi, vous en avez certainement entendu parler. Est-ce que le produit que je fabrique peut rentrer dans la composition d'un produit militaire, oui ou non, et dans certains pays, c'est interdit. Et ça aussi, il faut informer sur la procédure à suivre par rapport à ça. Donc ça, je dirais, c'est un survol, encore une fois, c'est très rapide, mais c'est un survol des principales questions à se poser dans le cadre de son internationalisation, afin que les choses se passent le mieux possible. Je ne suis pas en train de dire que grâce à ça, c'est la formule magique pour avoir zéro problème à l'international, les problèmes commencent, mais disons qu'on évite quand même certains gros problèmes en essayant de suivre un petit peu ces questionnements. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer, parce qu'on parle beaucoup des pays du BRIC, on en a beaucoup parlé, ou des BRICS avec le S pour Afrique du Sud, South Africa. Nous on aime bien parler aussi un petit peu de ce qu'on appelle des Next 11, c'est un autre terme voilà, qui a été inventé, pour parler des futurs pays, disons, qui nous semblent vraiment être intéressants pour des entreprises suisses. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont plus ou moins avancés, c'est vrai que si on parle par exemple de l'Indonésie, ou si on parle du Mexique, si on parle bien sûr de la Corée du Sud, et peut-être un peu plus avancé effectivement que le Bangladesh ou d'autres pays. Et pour nous, c'est clairement les pays d'avenir sur lesquels, en tout cas au niveau suisse, au niveau stratégique, nous, aide à l'export, on veut se concentrer. C'est pas pour rien qu'on a ouvert cet été un nouveau bureau à Mexico, et puis que le prochain sera à Istanbul. Voilà, parce que pour nous, ça nous semble important de traiter ces pays-là. Comme vous voyez, l'Afrique, par exemple, est relativement peu représentée. Nous, on a un hub à Pretoria, en Afrique du Sud, mais on s'intéresse quand même, par exemple, au Nigeria, on s'intéresse à l'Égypte, malgré les événements du printemps passé. Il y a des choses qui se passent, et j'entends, avec certaines précautions, on arrive à faire du business dans ces régions-là. Voilà, on n'est pas les seuls, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez qu'il y a d'autres services de soutien à l'internationalisation pour des thématiques particulières. Si je prends principalement par exemple la SERV est l'assurance contre les risques à l'exportation. On peut s'assurer contre des risques de non-paiement d'un client étranger, contre des risques politiques à l'étranger, contre des risques climatiques, tremblements de terre et autres, parce qu'on est dans des projets d'infrastructure et autres. Eux, la SERV, sont là pour vous aider justement à assurer ce genre de choses-là. C'est une initiative de la Confédération aussi. C'est pour ça que j'en parle. Et ils viennent en complément aux assurances privées. Dans des pays trop risqués pour les assurances privées, ou des produits trop compliqués ou trop risqués qu'un assureur privé ne voudrait pas prendre en charge, ou alors à des tarifs exorbitants. Les banques demandent souvent d'ailleurs, en cas de financement à l'étranger, d'être assurées par la SERV. Il y a également des soutiens au niveau de l'État et de la promotion économique. N'hésitez pas aussi à aller les solliciter, que ce soit dans les différents cantons, pas seulement à Genève, mais dans les différents cantons de Suisse romande, des aides directes à l'internationalisation.
Voilà, très brièvement un petit peu ce que nous on fait. Là, je pars un petit peu sur la partie OSEC. Donc nous, on est une association à but non lucratif. On a été créé dans les années 1930 et on a un mandat de la Confédération pour aider les PME suisses à l'international. Pour faire un petit peu ce que j'ai essayé d'écrire dans ma présentation, poser cette fameuse question et ensuite sur le pays cible et ensuite trouver des revendeurs, trouver des importateurs, des distributeurs, des sous-traitants, des non-ordres, etc. On est une plateforme vraiment pour vous aider à trouver le bon partenaire commercial à l'étranger. Des questions de certification, je ne vais pas revenir là-dessus. Des questions administratives juridiques, je ne vais pas revenir là-dessus. Pour ouvrir une filiale à l'étranger ou peu importe. Simplement aussi pour vérifier des données d'un nouveau client. On a beaucoup de demandes sur la Chine, par exemple, où l'entreprise nous dit, voilà, j'ai été contacté par un Chinois, et puis avant d'aller plus loin dans la négociation, j'aimerais savoir un petit peu plus pour voir si c'est sérieux ou bien pas. Et nous, c'est un coup de téléphone à nos collègues de Shanghai, et eux font une vérification, et puis très rapidement on a la réponse, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas sérieux. Et là, je vous mets clairement en garde. On a vraiment des cas extrêmement intéressants où une entreprise PME suisse, pourtant pas novice à l'export, s'est fait inviter par un partenaire chinois, enfin invité, il a payé son voyage, mais enfin il a reçu, j'entends, la possibilité de venir visiter les usines en Chine. Donc il a fait un voyage. Il a visité les usines, les ouvriers, le stock, la production, etc. Il est revenu avec le sourire en disant c'est sérieux. C'est sérieux, je suis allé visiter, il n'y a pas de problème. Après vérification via notre bureau, c'était peut-être 15 jours après ou 3 semaines après, notre bureau de Shanghai est revenu vers nous en lui disant il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus de fabrique, il n'y a plus de stock, il n'y a plus de matériel, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est des choses qui sont vécues au quotidien dans des pays comme la Chine, j'entends. Et ça, il faut le savoir. Donc mieux vaut faire une petite vérification avant, qui ne vous coûte rien, et puis qui permet de pallier à pas seulement de problèmes. On est là également pour organiser les pavillons suisses dans des foires internationales, c'est-à-dire on organise un grand pavillon suisse et les entreprises se présentent au sein de ce pavillon en sous-louant des mètres carrés. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité, ça permet d'avoir un meilleur emplacement, parce que sinon on loue une grande surface, et ça permet d'avoir des meilleurs tarifs aussi de location. On organise aussi des délégations à l'étranger, on prend une quinzaine de PME suisses, puis on part au Kazakhstan, on part en Colombie, on part au Pérou, on part au Mexique, on part au Vietnam, on part dans des pays un tout petit peu compliqués dans lesquels l'entreprise n'irait pas forcément toute seule. Et ça permet d'avoir justement des ouvertures de portes sur place avec des entretiens individuels, etc. Et d'être accompagné pendant tout le séjour. Et puis notre unité de TVA européenne et de certification CE, j'en ai parlé, n'hésitez pas aussi à venir me consulter par rapport à ça. Voilà le réseau extérieur. Voilà le réseau extérieur, les Swiss Business Hub, la répartition géographique et comme j'ai dit avant, personnel local à votre disposition, basé uniquement dans les consulats et ambassades de Suisse, donc on joue beaucoup avec le réseau diplomatique, on joue beaucoup avec la Croix suisse qui est, malgré tout ce qu'on peut dire en Suisse, très apprécié à l'étranger. Et puis ces gens-là viennent régulièrement en Suisse, notamment en Suisse romande, pour vous rencontrer et puis pour parler du soutien possible dans leur propre pays par rapport à votre problématique. Ça c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, c'est à disposition, tout est sur notre site internet, vous pouvez vous inscrire en ligne, vous avez toutes les dates triées par pays, par secteur d'activité. N'hésitez pas à vous inscrire et puis à vivre ces meetings avec eux pour aller plus loin dans la discussion. Simplement, comme j'ai dit avant, pour avoir une information préalable aussi, pas simplement quand on a son produit qui est prêt à partir, etc., mais aussi en amont. Donc n'hésitez pas à venir les consulter. On arrive au bout, on pourrait en discuter. Nous, encore longtemps, on a notre stand qui est juste ici derrière. On peut continuer la discussion si vous voulez encore au stand. Je vous remercie de votre attention et bonne chance alors dans vos démarches.